Elle est incapable de même reconnaître que peut-être que le discours transaffirmatif, dire que les hommes peuvent tomber enceintes, elle n'est même pas capable de voir à quel point ça sonne complètement dérangé mental pour la personne moyenne. Le gouvernement québécois doit servir les Québécois avant tout le monde, avant n'importe qui d'autre. Le gouvernement québécois doit penser au bien du Québec. Bonjour, ici Philippe Letellier-Martel, l'Action Vitale. Bienvenue dans cette revue d'actualité. Aujourd'hui, j'essaie un nouveau format de la revue d'actualité. À la place de me concentrer sur un seul sujet, je vais parler d'une multitude de sujets. Alors, je m'aventure dans un nouveau format qui est beaucoup plus demandant, beaucoup plus exigeant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si je me débrouille bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle méthode? Alors, le premier gros dossier que j'aimerais aborder, et ça a pris plusieurs formes dans l'actualité ces derniers jours, une supposée montée de l'homophobie et de la transphobie. Alors, par une espèce de concours de circonstances, c'est revenu plusieurs fois dans l'actualité. Ça a pris différentes formes. Évidemment, on se souvient tous de la terrible tragédie qu'il y a eu en Colombie-Britannique, la fusillade dans une école secondaire. Alors évidemment, je vous apprends rien en vous relatant les détails de l'histoire. Je pense qu'on est rendu à une dizaine de morts et des dizaines de blessés. Vraiment une histoire très, très tragique qui s'est déroulée en Colombie-Britannique. Évidemment, je pense qu'il faut toujours faire extrêmement attention de politiser des tragédies comme ça, la souffrance des gens. Je pense pas que c'est approprié de le récupérer politiquement, mais quand même, il y a eu un débat autour de la couverture médiatique, la façon dont ça a été abordé par les médias, notamment, qui tenaient à respecter les pronoms qui étaient préférés par le tireur, qui était un jeune homme de 18 ans, qui s'identifiait comme une femme, qui avait la dysphorie de genre depuis quand même un jeune âge. Je pense qu'il a commencé, ce que j'ai lu, c'est qu'il a commencé sa transition à l'âge de 12 ans. Voilà, je pense que c'est quand même une question légitime qu'on peut poser. Est-ce que ce serait un cas d'étude par rapport à des potentiels effets négatifs ou déstabilisateurs au niveau de la santé mentale de donner à des jeunes adolescents troublés des hormones qui vont altérer leur esprit, leur conscience? Je pense que c'est quand même une question qui est légitime de poser. Mais surtout, en faisant abstraction de la tragédie, vraiment, le traitement médiatique qui a tenu à utiliser le pronom choisi du meurtrier, je pense que ça a quand même fait une controverse, ça a quand même fait beaucoup discuter. Évidemment, il y a eu des personnes qui ont souligné ça. Évidemment, toute réaction à la tragédie qui était hostile à l'idéologie de genre de quelque façon qu'il soit, ça a été caractérisé comme une vague de propos transphobes par les grands médias. On a aussi eu une histoire un peu plus insolite dans la région de Montréal, un salon de coiffure qui a été condamné à verser 500 $ à un client qui s'identifiait comme non-binaire à cause de lui avoir donné comme seule option des couples soit d'hommes ou de femmes ou d'enfants. Ce qui signifie maintenant que juste assumer la binarité des genres dans un commerce, c'est maintenant devenu de la discrimination. Là, ça vient de rentrer dans notre jurisprudence. Il y a également eu l'émission de Stéphane Bureau, Une époque formidable, dans laquelle il a invité plusieurs intervenants pour parler de cette montée de l'homophobie, qui est quelque chose qui a été suivi par des statistiques dans les écoles de Montréal, notamment chez les jeunes garçons, une montée du malaise avec l'homosexualité. Je vais vous laisser quelques extraits et puis réagir par la suite. Francis Richer, pour ceux qui ne le sauraient pas, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous êtes enseignant. Puis lors de mon stage 3, j'étais dans une école de Côte-des-Neiges, une école multiethnique. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la classe quand Oui. on a compris que vous étiez gay? Une pléthore de commentaires. Francis le gay va mourir. Francis est un pédophile, il m'a violé dans mon sommeil et ça saignait. Vous êtes médecin? Et en fait, je suis sur les réseaux, je suis connu. Et qu'est-ce qui fait un peu ma mauvaise presse, un peu, c'est que je suis arabe et gay, qui est un sujet très tabou, être arabe, musulman et gay. Donc là, je marchais dans la rue avec mon ami et je me suis fait reconnaître. Puis il m'a dit, hey, c'est pas toi le Marocain gay sur TikTok. Et là, bam, un coup de poing. Au Québec, qui est un paradis de l'acceptation homosexuelle, ça fait toujours un peu saigner mes oreilles parce que, encore une fois, pour ne pas minimiser le vécu de aucun de mes confrères gays ou LGBT, c'est surtout basé sur l'expérience d'une personne blanche qui la vit, d'un Québécois pur laine. Quant à l'intersectionnalité de plusieurs identités, tu vis la discrimination de chacune de ces identités. Donc, je me suis fait rejeter par des blancs parce que j'étais arabe, par des arabes parce que j'étais gay, par des gays parce que j'étais musulman. Tu sais, genre, c'est vraiment... tout le monde, je suis une balle de tennis, là. Tu sais, comme...
Dans ce premier extrait, on a eu l'histoire de ce Francis qui affirme avoir enseigné dans le cadre d'un stage dans une école à Côte-des-Neiges très multiethnique, bon, ce qui signifie avec pas de blanc. Euh, la diversité, ça veut dire pas de blanc. Mais plus sérieusement, je pense que son histoire et celle de l'autre intervenant qui s'appelait Nabil démontrent quand même le premier facteur qui est probablement le principal facteur ou le facteur le majoritaire dans cette montée de l'homophobie qu'on observe chez la jeunesse au Québec, c'est tout simplement l'immigration. On sait qu'il y a cette espèce de contradiction à l'intérieur de la gauche depuis assez longtemps d'être simultanément en faveur de toute la libération sexuelle possible et imaginable avec l'homosexualité, le transgenrisme, le féminisme et toutes ces choses-là, et simultanément faire preuve de ce que certains appellent un islamo-gauchisme. C'est-à-dire, la gauche, depuis très longtemps, elle ne se gêne pas du tout pour critiquer la religion chrétienne, ne se gêne pas du tout, mais alors encore moins pour se critiquer le conservatisme des Blancs, mais est soudainement beaucoup plus hésitante, beaucoup plus prudente quand il s'agit de critiquer des religions comme l'islam ou le judaïsme et le conservatisme qu'on retrouve chez des minorités ethniques. Alors qu'objectivement, si on regarde les pays dans le monde où les personnes homosexuelles sont les plus sévèrement punies pour leurs actes, c'est des pays musulmans. On voit que, de manière générale, dans la réalité concrète des choses, au Québec, probablement que la majorité des familles très conservatrices, avec les rôles genrés traditionnels fortement renforcés, ben, c'est probablement des familles d'origine immigrante. Donc, vraiment, cette espèce de contradiction interne de la gauche d'être simultanément en faveur de l'islam, en faveur de l'immigration de masse, en faveur des communautés culturelles et simultanément en faveur du progressisme sexuel et féministe, ben, on voit que cette contradiction-là, elle peut pas vraiment fonctionner très longtemps. Elle finit par devenir apparente et irréconciliable. Je pense que ultimement, ça montre aussi une partie de la haine envers les Blancs, parce que dans le témoignage de Nabil, il a essayé également de faire alors qu'il était censé parler de l'homophobie, là, il essaie tout le temps de blâmer. Oui, mais c'est pas juste la faute des Arabes si je me sens rejeté, c'est aussi les Blancs qui me rejettent parce que je suis musulman, alors que je pense pas qu'il y a vraiment de symétrie entre les deux. Je pense que la communauté arabo-musulmane est beaucoup moins ouverte aux homosexuels que les Blancs canadiens français sont ouverts aux immigrants d'origine musulmane, aux immigrants provenant de pays musulmans, je veux dire. Donc vraiment, on voit cette espèce de double standard de la gauche qui arrive à un tel degré d'absurdité que ça ne peut juste plus fonctionner. Même la façade n'arrive pas à se maintenir. Donc ça, c'est le premier extrait. Je pense que c'est la première remarque que je peux faire. C'est vraiment le facteur le plus important de ce qu'on appelle la montée de l'homophobie et probablement du masculinisme aussi. Ben, il y a quelque chose en lien avec l'immigration, tout simplement. Les jeunes dans les écoles n'ont plus le même bagage culturel, religieux qu'ils n'en avaient il y a quelques années, il y a 10-15 ans. Marie Ouzo, Gris Montréal, d'abord, qu'est-ce que c'est? On a 2 volets principaux. Pour le premier, j'ai la chance de travailler avec 200 bénévoles qui vont rencontrer les jeunes dans les écoles secondaires et primaires. On documente le niveau de confort des jeunes vis-à-vis de l'orientation sexuelle et l'identité de genre. La statistique qui m'a frappé, malaise des garçons de 12 % il y a quelques années, aujourd'hui à 43 %. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, l'éducation, ça venait de la famille et de l'école. Mais les vilains réseaux sont tellement présents que dans les questionnaires, les jeunes nous citent leurs influenceurs. Demandez Andrew Tate. Mais je me pose, moi, davantage la question, est-ce que ça se peut qu'on se soit leurré, qu'on ait mal senti? Je pensais, par exemple, à la montée en puissance du discours transaffirmatif qui a bousculé beaucoup de gens. Il y a peut-être une réserve qu'on n'aurait pas imaginée il y a quelques années. Mais ça, je pense que oui. Toute la désinformation qui a été faite autour des réalités trans a eu un impact aussi sur le niveau d'aise vis-à-vis de l'orientation sexuelle. C'est ce qu'on appelle la panique morale, en fait, où une minorité va devenir au centre de toutes les discussions. Et c'est une panique morale qui est totalement infondée? Absolument. L'heure du conte, par exemple, on parlait des drag queens. Tout d'un coup, ça devient, mon Dieu, nos enfants sont en danger. Puis la preuve, c'est qu'on a aussi créé... Alors là, on aborde le deuxième facteur possiblement en cause dans cette montée de l'homophobie, entre guillemets, et de la transphobie. C'est vraiment qu'en dehors même de l'immigration, il y a une réelle droitisation, une montée du masculinisme chez les jeunes Québécois, même les Blancs. Alors, je pense que
Stéphane Bureau essaie de poser la bonne question. Il commence à poser la question, est-ce que c'est possible que le discours transaffirmatif, donc l'idéologie trans qui dit que les hommes peuvent tomber enceintes, est-ce que c'est possible? Je pense qu'il essaie de poser la question subtilement, est-ce que c'est possible que cette idéologie-là soit allée trop loin et qu'il y ait un retour du balancier présentement? Mais l'intervenante de Gris Montréal, d'ailleurs, Gris Montréal, petit aparté, je me souviens, ils sont venus dans mon école secondaire alors que j'étais en secondaire 2. Même j'étais en secondaire 1. J'étais en secondaire 1, donc on avait 12-13 ans. Et déjà là, on nous mettait, il y avait ce groupe d'intervention pour nous faire de la propagande pour vraiment s'assurer qu'on accepte l'idéologie LGBTQ+. Donc, juste une petite aparté comme ça, vraiment, ça me fait bizarre de voir ça dans une émission, parce que j'ai vraiment un souvenir très vivant de Gris Montréal. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font dans les écoles? On a dû faire des projets en art dramatique où on devait dénoncer l'homophobie. En tout cas, c'était magnifique, magnifique comme expérience. Mais vraiment, pour continuer mon point, c'est fou à quel point elle est incapable de voir de tourner la tête et regarder son angle mort, alors même que Stéphane Bureau est en train de le lui montrer. Elle est incapable de même reconnaître que peut-être que le discours transaffirmatif, dire que les hommes peuvent tomber enceintes, que tu peux changer du jour au lendemain de sexe ou d'identité de genre juste par l'auto-identification, je pense qu'elle n'est même pas capable de voir à quel point c'est stupide. Elle n'est même pas capable de voir à quel point ça sonne complètement dérangé mental pour la personne moyenne, d'essayer de pousser les gens à accepter des propositions toujours plus extrêmes, toujours plus déconnectées de la réalité. Et à cause de cette incapacité-là à voir son propre angle mort, je crois aussi qu'il y a une véritable montée du scepticisme face à l'idéologie LGBTQ+. Je pense pas que c'est entièrement attribuable à l'immigration. Je pense qu'il y a un fond de vérité à ça. Il y a une montée du malaise chez les jeunes garçons surtout, par rapport à l'homosexualité, par rapport à la transidentité, par rapport à toute cette espèce d'idéologie-là qui consiste à radicalement séparer la sexualité de sa fin naturelle. Parce que, vous savez quoi? Je vais donner mon opinion sincère sur l'homosexualité. Et après ça, je vais aborder la transidentité. Je pense que, en tant que croyant catholique, je pense que, évidemment, toutes les personnes sont créées à l'image de Dieu, ont la même dignité. Je ne pense pas qu'une personne qui a une attirance ou une inclinaison homosexuelle est inférieure à qui que ce soit. Je ne pense pas qu'elle est inférieure à moi. Je ne pense pas qu'elle mérite d'être dénigrée. Je ne pense pas que c'est un péché d'avoir des attirances homosexuelles. Maintenant, pour ce qui est des actes homosexuels, en tant que catholique, en tant que croyant, je pense que les gestes homosexuels, la sexualité existe en vue d'une fin. Je crois que cette fin-là, c'est le mariage, c'est-à-dire l'union entre l'homme et la femme qui est fécond et qui donne la vie. Donc, je sais que c'est très controversé de nos jours de dire ça au Québec de 2026. Je sais qu'il y a beaucoup de ismes et de phobes, d'étiquettes infamantes qu'on peut me mettre à cause de cette position-là, mais c'est ce qu'enseigne l'Église catholique. C'est ce que dit la Bible, c'est ce que je pense même on peut démontrer philosophiquement avec la raison, avec le droit naturel. Et c'est ça, je suis prêt à être impopulaire, je suis prêt à être désaxé par rapport à la boussole morale de notre société contemporaine, mais parce que je crois que c'est la vérité. Donc, toutes les histoires d'abus physiques et verbal, d'agression, de harcèlement envers des personnes parce qu'elles sont homosexuelles, évidemment, je crois que c'est tragique, je crois que c'est inacceptable. Je suis contre toute forme de violence. Maintenant, je crois que dans les statistiques que l'intervenante pour Gris Montréal a amenées, je n'assimile pas toute forme de malaise avec l'homosexualité à, entre guillemets, de l'homophobie ou à quelque chose de condamnable. Je pense que c'est normal de ressentir un malaise. Comme par exemple, moi, en tant que, pour des convictions religieuses, je ressens un malaise avec la pornographie. Je ressens un malaise avec la masturbation. Je ressens un malaise avec la fornication, c'est-à-dire des personnes qui couchent ensemble avant le mariage. Est-ce que ça veut dire que j'ai de la haine? Est-ce que ça veut dire que, pour autant, ce malaise-là va toujours se traduire par des gestes condamnables de violence verbale et physique? La réponse est non. Donc, je crois que vraiment, le cœur du problème avec ce genre d'intervention-là, c'est l'incapacité à faire des distinctions, à apporter de la nuance.
je peux dire un geste, selon moi, dans mes croyances, dans mes convictions personnelles, je crois que c'est immoral et je veux pas qu'on l'encourage, je veux pas qu'on le normalise, je pense pas qu'on devrait montrer aux enfants comment avoir du sexe avec quelqu'un, comment avoir des relations sexuelles avec quelqu'un du même sexe ou c'est quoi le processus pour changer de sexe, quelle opération faire. Moi, je suis complètement, j'ai le droit, j'ai le droit de m'opposer à enseigner cette idéologie-là aux enfants. J'ai le droit de ressentir un malaise face à ces pratiques-là sans être un haineux qui va péter la gueule de quelqu'un en passant dans la rue parce que j'ai vu sur TikTok qui disait des trucs pour l'homosexualité. Est-ce que vous comprenez la distinction que j'essaie de faire? Par rapport à, là, il y a l'histoire de Nabil qui, je pense, il est arabe, puis il s'est fait frapper par d'autres Arabes, des Marocains, parce qu'il leur faisait honte en étant publiquement homosexuel. J'aimerais quand même un peu réfléchir. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce que, c'est ça, il y a des nationalités, il y a des cultures, notamment les Arabes ou plusieurs groupes du Moyen-Orient, ont cette espèce de haine aussi virulente, aussi viscérale envers les gays. Parce que vraiment, c'est quand même bizarre. Je veux dire, il y a une chose à être religieusement opposé à un geste, considéré que c'est un péché. Comme par exemple, dans l'islam, la fornication aussi, c'est un péché. Mais quelqu'un qui couche avec sa copine ne va pas se faire péter la gueule par des musulmans, au même titre qu'un homosexuel. Donc, vraiment, c'est quand même c'est particulier. Je me pose la question, comment ça se fait? Et je pense que je suis arrivé avec une théorie. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Ceux qui ont eu beaucoup d'amis de différentes nationalités et qui sont capables de détecter des patterns, je pense qu'ils vont être d'accord avec moi. Quand même une drôle de corrélation entre ces nationalités-là où l'homophobie est la plus virulente et viscérale. C'est souvent ces mêmes cultures-là où les hommes sont les plus affectueux entre eux. Donc, je sais pas, les Arabes, les Italiens, les gens du Moyen-Orient ou dans ces cultures-là, là, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a vraiment des pays où c'est normal pour des hommes qui sont amis de marcher main dans la rue et c'est pas du tout perçu comme étant un geste amoureux. Évidemment, il y a les pays moyen-orientaux où c'est normal pour les hommes de se faire la bise, même chez les Italiens. C'est vraiment cette drôle de corrélation-là où les cultures les plus virulemment homophobes sont aussi les cultures où les gestes d'affection entre hommes sont les plus normalisés. Et ça, cette espèce de paradoxe-là, qui n'en est pas vraiment un, ça m'a poussé à développer cette théorie-là. Je pense que une des raisons pour laquelle certaines cultures sont aussi virulemment homophobes, c'est comme un espèce de réflexe évolutionnaire pour protéger la camaraderie masculine. Je pense que c'est vraiment ça pour empêcher, parce que dans une société où l'homosexualité est rendue normale ou acceptée et répandue, le moindre geste d'affection entre deux hommes, ça devient immédiatement suspecté. C'est immédiatement suspecté comme étant un geste homosexuel. Donc, dans une société, par exemple au Québec, les hommes hétérosexuels ne se donnent pas d'affection les uns les autres. Ça, c'est considéré comme bizarre, malaisant. Juste si tu mets une main sur l'épaule ou si tu, genre, un câlin, ça peut être n'importe quoi peut être interprété comme quelque chose comme un espèce de geste homosexuel refoulé. Et donc, ce qui fait en sorte que la camaraderie masculine en prend quand même sévèrement un coup. Soudainement, les hommes hétérosexuels ne se donnent plus d'affection les uns les autres. Donc, ce serait ça ma théorie, pourquoi autant de sociétés et là, fait que là, c'est quand même une drôle de théorie, mais c'est ça c'est ça ma théorie. Je pense que la raison pour laquelle autant de sociétés à travers le monde ont développé cette espèce de dégoût, de haine aussi virulente envers l'homosexualité, je pense que c'est même indépendamment des religions, parce que comme on a dit, l'homosexualité dans les religions, c'est pas le seul péché sexuel. Mais je pense que cette espèce de fixation sur l'homosexualité, c'est ça la raison. Je pense que c'est pour préserver la camaraderie masculine. Et je pense que c'est vraiment un exemple qui nous montre à quel point la sociologie, c'est comme un écosystème. Si tu modifies juste tu fais tomber un domino, tu fais juste modifier un aspect et tu peux jamais prévoir les conséquences que ça a. Comme par exemple, tolérer l'homosexualité, ça fait que la camaraderie masculine disparaît. C'est vraiment pas quelque chose qu'on aurait pu prévoir au départ, mais pourtant, c'est ça la réalité. Et je pense que
C'est ça, il y a vraiment c'est un exemple assez fascinant, je pense, de comment la sociologie, c'est comme une espèce d'écologie humaine. Alors évidemment, je pense pas pour autant que c'est justifié. Je suis tout à fait, horrifié là, d'entendre l'histoire de Nabil et de Francis. Évidemment, personne devrait vivre qu'est-ce qu'ils ont vécu. Mais pour revenir à, c'est ça, cette espèce de retour du balancier à cause notamment du discours transaffirmatif qui a été artificiellement poussé. On vit dans une époque où il faut affirmer que c'est possible pour les hommes de tomber enceintes. Et ça, c'est très drôle, considérant que supposément, on serait sorti de l'âge de la superstition, on est sorti de la religion, on est à l'âge de la science et de la raison et de l'acceptation de la réalité. Et au final, le christianisme est en déclin et ça a été remplacé par une nouvelle religion extrêmement superstitieuse, extrêmement opposée à la science. On n'est jamais vraiment sorti de ça. Et un des combles de cette stupidité, de cette superstition, c'est l'actualité qu'on a brièvement mentionnée tout à l'heure. Donc, l'amende de 500 $ pour un salon de coiffure qui avait pas de coupe non binaire, surtout pour un client qui était chauve. Ça, plusieurs personnes l'ont souligné. Là, on dirait une espèce de mauvaise blague pour se moquer on dirait une mauvaise blague, on dirait une caricature, mais c'est la réalité. Et je pense que cette actualité-là, aussi drôle qu'elle est, il y a quelque chose de très sérieux qui est montré par ça. Vous savez, dans la discussion, tout à l'heure, là, j'ai parlé de l'homosexualité. Dans la discussion sur la transidentité, souvent, l'argument qui revient le plus, c'est, par exemple, sur l'utilisation des pronoms. Pourquoi est-ce que tu fais pas juste utiliser le pronom que la personne veut? Ça te fait rien, ça t'enlève rien, puis ça t'évite des ennuis, ça évite d'offenser la personne. Pourquoi est-ce que tu le fais pas? Ben, parce que si on accepte de mentir un petit peu tous les jours, on finit par vivre dans une tyrannie. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est Mark Carney à son discours à Davos, quand il citait l'auteur Václav Havel. Et c'est une des parties du discours de Carney que j'ai trouvé très à propos. Le fait que lorsque une tyrannie se met en place, le but, ce n'est pas tant de contrôler les pensées internes des gens. Le but, c'est que les gens aient suffisamment peur pour chaque jour mentir un peu, aller un peu contre leur conscience, vivre à l'intérieur du mensonge. Et je pense qu'il y a vraiment ce point capital. Pourquoi est-ce que on ne peut pas concéder ce point-là sur la transidentité, accepter d'utiliser les pronoms? Pour ceux qui s'en souviennent, c'est précisément à cause de cet enjeu-là que le psychologue canadien Jordan Peterson est devenu aussi populaire en 2017, si je me souviens bien. C'était vraiment à cause d'une loi qui était en train de se faire passer en Ontario qui imposait un langage forcé. En anglais, c'est un compelled speech, d'obliger les gens à utiliser les pronoms qui ne correspondent pas à la réalité biologique. Il n'y a vraiment aucune mentalité plus dangereuse pour l'homme ordinaire que de se dire oui, je sais que c'est pas vrai, mais je vais quand même le dire pour éviter des ennuis. Décider d'aller contre sa conscience tous les jours pour éviter de brusquer, pour le plus rapidement possible proclamer son allégeance au régime présentement en place et par la suite continuer sa vie tous les jours. Il n'y a rien de plus dangereux comme mentalité. Pourquoi? Parce que les mots, ils ont une importance capitale. Les mots, ils ont une énergie. Les mots ont une capacité créatrice. D'une certaine façon, les gauchistes, ils ont raison lorsqu'ils disent que la parole crée la réalité. Les mots, les paroles, c'est 100% vrai que ça crée le monde autour de nous. Même dans le catholicisme, les paroles du prêtre, ça constitue la forme des sacrements. Donc, c'est quoi la différence? Là on tombe dans un enjeu plus métaphysique, plus religieux, mais c'est quoi la différence entre juste une hostie de pain et le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ? C'est les paroles du prêtre. C'est la forme qui vient se coupler à la matière qui fait le sacrement. Et dans la Bible, Dieu crée le monde par la parole. Donc le monde, l'univers, c'est une espèce de néant informe, plein de potentialités. Et Dieu l'organise, Dieu le crée par sa parole, par son logos. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Là, Dieu, il dit, là c'est partiellement allégorique, là, mais Dieu, il dit, on va séparer les eaux supérieures des eaux inférieures. Et maintenant, il y a l'horizon qui sépare le ciel et l'océan. Et après ça, il sépare les eaux de la terre, il sépare
les poissons, des oiseaux, des animaux qui rampent sur la terre. Il les divise en espèces et même il crée l'homme et la femme. Il crée il crée, il institue la nature humaine comme ça, de façon divisée, catégorique, et il donne à l'homme la responsabilité de nommer les choses, de nommer les différentes espèces d'animaux. Donc, la capacité de l'être humain, de l'homme à abstraire et nommer les choses, c'est littéralement, il prend part au processus de création du monde. Et ça peut sembler extrêmement abstrait, là, mais je pense que c'est fondamental parce que c'est toute la philosophie postmoderne qu'il y a eu depuis les dernières décennies qui nous donne l'idéologie woke actuelle, ça a commencé avec la question du langage. Et pourquoi est-ce que, ultimement, pourquoi est-ce que je rejette l'idéologie transgenre? C'est parce que c'est un obscurcissement volontaire du langage. Vous savez, dans l'Évangile de Saint Jean, quand ça parle de l'incarnation de Jésus, quand Jésus vient dans le monde, ça dit qu'avant, c'était le logos. Au commencement était le verbe ou la parole. Jésus-Christ lui-même, c'est une parole. Dieu le Fils est une parole. Et cette parole-là, c'est la lumière. C'est la lumière et ça crée, ça illumine, ça clarifie, ça crée, ça met de l'ordre dans un monde néant, informe. L'idéologie postmoderne, dont le transgenrisme est l'une des excroissances, ça prend le langage et ça fait l'exact inverse. Ça prend le langage et le but, ce n'est pas de construire la nature humaine, ce n'est pas de participer à la création, c'est au contraire de détruire, déconstruire la nature humaine, obscurcir, rendre la réalité moins accessible. Parce que quand je dis qu'un homme peut devenir enceinte, que certains hommes peuvent être enceintes, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de vider complètement le mot femme de toute sa substance. Je viens de vider le mot homme de toute sa substance. C'est des mots qui ne veulent plus rien dire à partir du moment où j'avance cette idéologie du genre-là. Si je dis un homme peut devenir enceinte, alors, et que je pose la question, ben, c'est quoi la définition du mot homme? Et qu'on me répond, un homme, c'est n'importe qui s'identifie comme un homme. Ben, là c'est une définition circulaire. On peut demander, ben, OK, mais à quoi est-ce qu'il s'identifie quand il s'identifie à un homme? On ne peut pas juste évader la question infiniment. Donc, c'est une subversion complète de c'est quoi le langage. Le langage, c'est censé faire du néant informe quelque chose d'ordonné. Et ce que les postmodernes font, qu'est-ce que les idéologues du genre font, c'est qu'ils prennent le langage et ils utilisent le langage pour prendre l'ordre et le transformer en néant, inintelligible. Donc, ce serait ça mon premier segment sur la montée de l'homophobie et de la transphobie. C'est quoi ma position sur l'homosexualité et le transgenrisme? J'ai essayé d'articuler ça, de condenser ça. C'est revenu quand même plusieurs fois dans l'actualité. C'est pour ça que je voulais plonger un peu au cœur de ces enjeux-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il peut y avoir un débat, je suis sûr que ce serait très intéressant d'entendre vos points de vue. Le deuxième gros dossier que je voudrais aborder, c'est le dossier de l'immigration. Ça aussi, c'est revenu souvent dans les derniers jours, dans la dernière semaine ou deux. Est-ce que vouloir des frontières, c'est manquer d'empathie et faire preuve de racisme? Je pense que c'est la question centrale qu'on va aborder dans ce segment. Et cette question-là, elle s'est déclinée de toutes sortes de façons dans les derniers jours, notamment avec le débat entourant le PEQ, le programme de l'expérience québécoise. Donc, comme on sait, depuis le départ de François Legault de la chefferie de la CAQ, deux candidats qui se sont érigés à la chefferie, Christine Fréchette, qui est plus du côté de l'aile libérale de la CAQ, et Bernard Drinville, qui est plus de l'aile nationaliste, c'est un ancien péquiste. Et il y a ce débat-là sur le programme de l'expérience québécoise qui a été aboli en automne passé. Je ne suis pas un expert du système d'immigration québécois. C'est pas quelque chose. Je ne suis pas allé dans les menus détails des mécanismes de fonctionnement. C'est-à-dire, je sais que le programme de l'expérience québécoise pouvait assurer une espèce de garantie aux personnes qui sont venues sous ce programme-là de pouvoir avoir la résidence permanente.
Donc, c'était des gens qui venaient en tant que travailleurs temporaires et avec ce programme-là, ils allaient pouvoir faire une demande et presque assurément recevoir leur résidence permanente, ce qui était une avenue beaucoup plus sûre pour eux que de prendre un système qui fonctionne par le pointage, programme de sélection des travailleurs qualifiés. Et en fait, dans la dernière année, autant sur le plan fédéral que, semble-t-il, sur le plan provincial, on a eu une espèce de réduction drastique de l'immigration internationale. Parce que, bon, je pense pas que c'est controversé de dire qu'en 2024, on a franchement abusé avec une espèce de multiplication sans précédent de l'immigration. De l'immigration. Et là, on essaye, probablement pour des raisons électorales, de calmer le jeu un peu, au moins temporairement, tant sur le plan fédéral que sur le plan provincial. Mais présentement, il y a ce débat-là entre Christine Fréchette et Bernard Drinville. Est-ce qu'on donne une clause grand-père aux travailleurs temporaires qui étaient venus avant l'abolition du PEQ pour qu'ils puissent avoir leur résidence permanente? Ça, c'est la proposition de Bernard Drinville. Ou bien est-ce que carrément on restaure le PEQ temporairement? Mais ce qui est assez frappant, c'est que personne, aucun des deux, n'a le courage de tout simplement faire un sans compromis, un rejet sans compromis de ce modèle de croissance-là qui est le modèle d'immigration de masse. Parce que c'est une chose d'avoir des travailleurs étrangers qui viennent de façon temporaire, mais c'en est une autre quand il s'agit de leur garantir une résidence permanente. Parce que là, c'est plus juste de l'immigration économique, c'est de l'immigration de peuplement. Alors, on en a parlé souvent sur Action Vitale, mais le modèle d'immigration de masse pour le peuplement, dans le contexte du Québec, à cause supposément de son vieillissement de population, c'est tout simplement non viable. Pourquoi? Parce que le Québec subit un processus qui s'appelle la transition démographique, c'est-à-dire après un pic de croissance de population au courant du 20e siècle, on a eu un déclin de la natalité, un vieillissement de la population, et là, on a commencé à avoir un solde naturel négatif, c'est-à-dire que depuis 1 an ou 2 au Québec, on a plus de morts que de naissances. Le problème, c'est que dans l'optique d'une croissance économique extrêmement court terme et sans vision pour le futur et souvent mise de l'avant par le patronat, nos gouvernements ont recours à l'immigration internationale, une migration de masse, de centaines de milliers de personnes qui viennent changer de façon permanente la sociologie de notre pays pour une solution qui est extrêmement court terme. Pourquoi? Parce que lorsque les immigrants viennent s'installer au Québec, viennent s'installer au Canada, leur taux de natalité s'ajuste à la population locale. Donc, les immigrants viennent ici, ils ne font pas plus d'enfants. Même les autres pays du monde, même l'Afrique subsaharienne fait de moins en moins d'enfants d'ici la fin du siècle. Selon toutes les projections, eux aussi, ils vont être en dessous du taux de remplacement. Ils vont être en vieillissement également. Donc, on a recours à l'immigration de masse, ce qui rend les Canadiens français, donc la majorité historique francophone du Québec, ça les rend minoritaires dans leur propre pays. On apporte des changements permanents au composé sociologique de notre société pour une solution qui est extrêmement court terme, qui ne va pas fonctionner à long terme. Alors, je suis extrêmement déçu de voir que ni l'un ni l'autre des candidats à la chefferie de la CAQ n'est en mesure de juste d'avoir simplement une approche de rejet sans compromis. Parce que quelque chose qu'il faut comprendre, on a tellement eu en place depuis longtemps un système qui est mortifère, qui est désastreux pour notre société sur le plan de l'immigration. Si on veut espérer procéder à un redressement, il faut être capable de faire du sans compromis. Il faut être prêt à, oui, certains cœurs vont être brisés, certains rêves vont déménager au Québec, certains Français ne pourront pas venir. Il y a certains Français qui ne vont pas pouvoir venir déménager au Québec. C'est triste, mais à un certain moment, il faut changer de modèle de croissance. Il faut opter pour un modèle de croissance naturel, basé sur la natalité. Soit ça, soit on fait juste repousser le problème existentiel de la dénatalité à plus tard, jusqu'à ce que tous les pays du monde soient en dénatalité et qu'on se retrouve exactement dans la même situation, simplement avec un pays balkanisé. Donc, avoir des frontières, décider pour sa patrie, pour sa nation, d'avoir un modèle de développement viable, basé sur la croissance naturelle et la natalité, ce n'est pas du racisme. Ce n'est pas un manque de compassion, c'est un devoir. Le gouvernement québécois doit servir les Québécois avant tout le monde.
avant n'importe qui d'autre. Le gouvernement québécois doit penser au bien du Québec. Donc, pour revenir à la question de départ, est-ce qu'avoir des frontières, c'est raciste? C'est manquer de compassion? Il y a un lien à faire avec qu'est-ce qui se passe au Sud, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Parce que j'ai vraiment l'impression, et ça, c'est pas un sujet dont j'aime parler, c'est pas un sujet dont je veux parler, mais malheureusement, c'est un sujet dont il faut parler parce que je crois sincèrement que la politique américaine, le débat entourant Trump, sa politique d'immigration, ça définit au moins subconsciemment les paramètres de notre propre débat d'immigration. On a vu dans les derniers jours, dernières semaines, des manifestations anti-ICE à Montréal, notamment à cause de Garda World, supposément, qui a des contrats à la fois avec le gouvernement québécois et le gouvernement américain avec ICE. Donc vraiment, il y a une proportion non négligeable de la population, notamment à Montréal, qui pense la politique québécoise strictement selon la mesure de Trump. C'est-à-dire à quel point est-ce que quelque chose est rapproché ou éloigné de Trump, ça doit être la mesure pour déterminer si cette chose est bonne ou mauvaise. Donc, c'est vraiment triste à dire, mais j'ai l'impression que les gens de ma génération ici au Québec, sont beaucoup plus à l'affût. Ils ont des opinions beaucoup plus tranchées, définies, sont beaucoup plus informés sur la politique américaine que leur propre politique. Et il fallait un peu s'y attendre après 10 ans d'hystérie médiatique complète et totale par rapport à Trump. On a cette approche extrêmement émotionnelle sur le sujet de Trump, un point même où les nationalistes québécois, je pense à Yves-François Blanchet du Bloc, perdent toute forme de pragmatisme politique et se mettent à vouloir faire du signalement de vertu, déchirer sa chemise, essayer de dénoncer un régime apparemment fasciste de Donald Trump. Première chose à dire, si on est vraiment sérieux pour faire du Québec un pays, il faudra négocier avec le président américain, qu'il soit républicain ou démocrate, ou n'importe quoi, ou indépendant. Ben, peu importe. Je suis désolé. Si on veut faire du Québec un pays, on ne peut pas se permettre, si ta vision, c'est vraiment, si ton objectif immédiat, c'est la libération de ton peuple, qui est en Amérique du Nord, lui donner un pays, ça passe inévitablement par la négociation avec les États-Unis. On dirait que on est tellement dans une hystérie morale, dans une vraie panique morale, contrairement à pour faire écho à qu'est-ce que l'intervenante de Gris a dit plus tôt, mais on est dans une vraie panique morale par rapport à Trump. Incapable de discuter de l'immigration, incapable de sa politique d'immigration, incapable de mesurer si une chose est bonne ou mauvaise, indépendamment du facteur Trump. On utilise Trump pour la mesure de tout. Et encore une fois, ce n'est pas surprenant au vu de l'acharnement médiatique qu'on a observé depuis en fait les 10 dernières années. Ma position sur Trump, c'est qu'il est devenu un épouvantail pour nous apeurer du conservatisme de manière générale, pour nous pousser à accepter des choses qui vont contre nos intérêts. L'exemple le plus frappant de ça, c'est l'élection de Mark Carney qui s'est faite essentiellement au début de 2025 à cause de la peur complètement irrationnelle qui a été entretenue dans les médias de Donald Trump et de ses commentaires par rapport à l'annexion aux États-Unis. Et dans ce cas-ci, notre incapacité à penser de manière critique sur l'immigration. Encore une fois, ce n'est pas un sujet dont je veux parler régulièrement, c'est pas quelque chose qui me passionne nécessairement, mais il faut poser la question, si on a des manifestations anti-ICE à Montréal, qu'est-ce que ICE? C'est une agence fédérale qui cherche à appliquer les lois d'immigration. Ça a été fondé dans les années 2000, un peu après le 11 septembre 2001. Ça a remplacé des services qui existaient, des agences qui existaient auparavant. ICE ne fonctionne pas aux frontières des États-Unis. Ça, c'est une autre branche du gouvernement qui s'occupe de ça. ICE, c'est vraiment pour, à l'intérieur même des États-Unis, les gens qui seraient là de manière illégale et essayer de traiter pour traiter leur dossier. ICE est investi quand même d'une autorité fédérale, donc en vertu de la décision Chilong versus Freeman en 1876, c'est reconnu que aux États-Unis, c'est le gouvernement fédéral qui est suprême pour les questions d'immigration. Donc, c'est pas aux États, c'est pas aux villes de s'opposer à l'action de ICE. C'est pas le rôle des gouverneurs ou des maires de mettre la police locale contre les agents fédéraux. C'est complètement illégal.
comme on a vu par exemple à Minneapolis. Maintenant, la façon dont Trump applique sa politique d'immigration, c'est une question extrêmement complexe dont je ne vais pas plonger en profondeur là-dedans. Mais fondamentalement, appeler à démanteler ICE, ça revient essentiellement à dire qu'il faut abolir les frontières. Et on ne se rend vraiment pas compte de la radicalité de cette idéologie-là qu'on laisse se propager à l'intérieur de nos frontières à Montréal. Parce que, comme on l'a dit, ICE, ça relève de l'autorité fédérale, ça s'est investi de l'autorité, ça a été reconnu par la Cour suprême des États-Unis que l'État fédéral est suprême en matière d'immigration. Mais malgré ça, à travers les dernières décennies, sous différentes administrations, il y a eu un laxisme systémique qui s'est instauré à la frontière américaine. Évidemment, surtout avec le Mexique. Un point tel qu'aujourd'hui, on est rendu avec entre 10 et 15 millions de personnes aux États-Unis qui sont sur le territoire de manière illégale. Évidemment, le patronat est très content qu'il y ait autant d'immigrants illégaux aux États-Unis. Ça permet d'avoir de la main-d'œuvre à bas prix, qui fait une pression à la baisse sur les salaires. C'est d'ailleurs assez estomaquant que c'est utilisé comme argument par la gauche de dire qu'on a besoin d'immigration illégale pour avoir de la main-d'œuvre esclave qu'on peut sous-payer et moins bien traiter. Mais quoi qu'il en soit, les États-Unis, les Américains font face à une question extrêmement complexe. Est-ce qu'on applique les lois en place, déjà existantes, qui reconnaissent que les États-Unis ont des frontières? Est-ce qu'avoir des frontières, c'est être fasciste? C'est ce que semblent avancer différents organismes qui organisent des manifestations anti-ICE aux États-Unis et à Montréal également. Il y a un collègue à moi que j'admire beaucoup, qui s'appelle Billy Savoie, qui a fait une courte vidéo qui documente l'origine des organisateurs des manifestations anti-ICE à Montréal. Il s'agit d'un organisme qui s'appelle Indivisible, qui est financé par la haute finance, par des entreprises tech, par des gros donateurs démocrates, par la Open Society Foundation, la société de George Soros. Donc c'est ça, on a un organisme étranger qui essaie de faire de la subversion au Québec pour nous faire accepter l'idéologie radicale poussée par le patronat, selon laquelle on ne doit pas avoir de frontières, selon laquelle avoir des frontières, ce serait du fascisme. Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. En tant que Québécois, peu importe qu'est-ce qu'on pense du personnage de Donald Trump, peu importe tout le mépris qu'on peut ressentir sur le plan humain envers ce personnage-là, il faut tout de même condamner vivement et s'opposer à cette subversion idéologique étrangère de la gauche américaine qui cherche à redéfinir notre débat local selon leurs paramètres. Il est grand temps pour les nationalistes québécois de laisser tomber cette hystérie émotionnelle anti-Trump, de laisser de côté le signalement de vertu et de penser de façon pragmatique à cet enjeu politique qui est complexe. En parlant de gauche radicale qui crie au fascisme n'importe quand et qui est financé par George Soros, il faut parler d'une tragédie qui vient de la France. Un jeune homme de 23 ans nommé Quentin Derenque, qui était un militant nationaliste, qui était dans une manifestation. Il était présent comme un garde du corps pour des jeunes femmes qui manifestaient, les femmes d'un collectif patriote français qui s'appelle le collectif Némésis. Il a été pris à part par un groupe d'antifascistes qui l'ont tabassé, qui lui ont donné des coups de pied alors qu'il était à terre. Il a eu des lésions à la tête et il est mort. Il a été battu à mort par ce groupe d'antifascistes associé au parti politique d'extrême gauche, la France insoumise, qui est, si je ne m'abuse, le 3e plus gros parti politique en France. Et on a eu une preuve, s'il n'y en avait pas déjà largement assez, que les antifascistes, cette mouvance qui s'identifie comme antifasciste, c'est une mouvance de terreur. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus face à cette tragédie d'un jeune homme de 23 ans qui était catholique pratiquant, converti, auquel, avec les informations limitées que j'ai sur lui, j'arrive à m'identifier quand même. On voit vraiment là une démonstration d'une phrase qui est souvent dite pour décrire la violence d'extrême gauche et surtout l'emploi de termes comme des insultes comme nazi ou fasciste. On parlait des manifestations anti-ICE plutôt qui accusent le gouvernement Trump d'être nazi, d'être fasciste. On se souvient du meurtre de Charlie Kirk dans un contexte de rhétorique très, très semblable, de fascisation de l'adversaire politique. Cette phrase-là dit « Ils te tuent pas parce que tu es nazi, ils te traitent de nazi parce qu'ils veulent te tuer. Ou ils te traitent de nazi pour te tuer. » On est vraiment dans ce stade-là, chez l'extrême gauche, ce stade extrême de déshumanisation de l'adversaire qu'on n'observe pas à droite.
Il n'y a pas d'équivalent à droite de ces choses-là. On voit clairement que les antifascistes, c'est une mouvance de terreur qui existe en France, évidemment, mais qui existe aussi au Québec. Moi, j'ai directement vu de mes propres yeux, à plusieurs reprises, la violence des antifascistes. Moi-même, j'étais militant, j'ai fait de l'activisme de rue pro-vie de nombreuses fois, et ça m'est arrivé plusieurs fois d'être agressé, notamment d'être agressé, d'être menacé, notamment par des antifascistes. Je connais personnellement des gens qui ont été doxés, harcelés. Il y a eu plusieurs cas documentés à Montréal de professeurs d'université, de chargés de cours qui étaient directement impliqués dans des organismes, dans des organisations violentes comme Montréal Antifasciste. Un de ces professeurs d'université d'extrême gauche les plus connus au Québec et qui est malgré tout mis de l'avant par les médias et qui a un poste prestigieux à l'université, c'est Francis Dupuy-Déry, qui a plusieurs fois apparu dans des documentaires comme une source crédible, comme un expert, pour normaliser les idées d'extrême gauche, pour assimiler toutes sortes de militants nationalistes à l'extrême droite. Et malgré ses affiliations avec cette mouvance de terreur, la mouvance antifasciste, il peut quand même s'exprimer publiquement, voir ses livres se faire publier, apparaître dans des documentaires comme un expert, travailler à l'université. Alors, il faut être extrêmement clair. Dans une société saine, cette mouvance antifasciste serait interdite. OK? Francis Dupuy-Déry n'aurait pas son poste, n'aurait pas le poste qu'il a présentement dans une société saine. Il ne serait jamais apparu dans dans une télévision d'État, comme un expert dans un documentaire financé par le contribuable. Donc, il y a des gens qui doivent perdre leur poste, il y a des gens qui doivent aller derrière les barreaux, pas juste en France, mais au Québec aussi. Il y a des actes de violence politique que j'ai vus de mes propres yeux à travers les années. Euh, il faut absolument prendre des mesures qui sont strictes, qui sont proportionnées au problème, et c'est la première étape pour commencer à avoir une atmosphère acceptable dans les universités, notamment dans les facultés de sciences humaines. Alors, c'était cette première édition de cette revue d'actualité format semi-long. Ça a été un assez gros marathon pour moi. C'est assez demandant. J'ai jamais fait ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment a été ma première fois? Dites également vos opinions sur les débats qui ont été soulevés à travers l'épisode. Je vous rappelle qu'Action Vitale, c'est une initiative conservatrice québécoise, médiatique. On est présent dans les réseaux sur une variété de réseaux sociaux. On a un site web actionvitale.ca. On a une plateforme de contenu exclusif Action Vitale Plus sur Patreon, le lien est dans la description. Merci énormément d'avoir écouté. Ici Philippe Letellier-Martel d'Action Vitale.